Et donc on démarre avec Eric Carrel. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. L'un de nos entrepreneurs au carrefour des grands sujets du moment, la tech et la santé. Voilà. Donc on va parler de ça un peu plus largement. Restons sur vos ambitions. C'était quoi? C'était l'IFA de Berlin, ouais. où vous avez présenté un certain nombre de nouveautés. Oui, exactement. Notamment sur le PES Person. J'ai l'impression que dans... WeThink, c'est une histoire qu'on raconte depuis maintenant un bon moment. Hein, et que le PES Person, c'est ton iPhone, c'est la base de la plateforme sur laquelle tu vas pouvoir développer les services. Et le PES Person est important pour nous personnellement, WeThings, parce que c'était notre premier produit et celui qui nous a lancé. Et il est important aussi pour nos utilisateurs parce que c'est un objet sur lequel ils vont régulièrement pendant des années. Ça, c'est clair. Et en fait, il n'y a pas tant d'objets que ça qui sont dans ce cas-là. Et ce qui est surprenant, c'est que, par exemple, après 10 ans d'utilisation de nos PES Person, on a encore 50% de nos utilisateurs qui montent dessus. Donc il y a un attachement. Ils ont changé de balance, ils ont upgradé un peu ou pas? Il y en a qui ont changé, mais il y en a qui n'ont pas changé. Elle était déjà connectée il y a 10 ans? Alors, nous, on n'a fait que des produits connectés. Que des produits connectés, oui, c'est vrai. À l'origine, l'idée de l'entreprise, c'est de faire des objets connectés. Et puis, on est arrivé un peu par hasard dans la santé. Et là, on a vu qu'il y avait quelque chose d'important qui s'y passait. Et ce qui est très important avec, par exemple, ce produit qu'on a annoncé à l'IFA, c'est qu'on l'a... Attends, mais il faut raconter ce que c'est que le produit que tu as annoncé. Il a une tête de PES Person, mais ça n'est pas un PES Person. Il pèse, bien sûr. Il mesure la composition corporelle, mais bien plus... profondément que ce qu'on faisait jusqu'ici, puisqu'en fait, on fait ce qu'on appelle du multifréquentiel, et donc on va avoir accès à ce qu'on appelle l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire, et donc la façon dont nos cellules sont perméables à l'eau, et ça nous permettra demain de détecter de nouvelles maladies. On a accès à la vitesse... Ça, en montant dessus, Eric? Ça, en montant dessus, ouais. Je te le dis très franchement, ça me fascine un peu, parce que il se trouve que, comme ça, activités diverses et variées, ceux qui suivent, par exemple, leur masse graisseuse de façon... c'est les coureurs cyclistes. Ils en sont encore à prendre des mesures, tu sais, très fines, à certains points du corps, les hanches, etc., pour déterminer la masse graisseuse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus. Or, Dieu sait que le cyclisme et la technologie, malheureusement d'ailleurs parfois, font bon ménage. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus de l'efficacité du truc. Alors, je ne suis pas très impliqué dans le milieu du cyclisme, donc je ne saurais pas te dire exactement ce qui s'y passe, mais ce qui est clair, c'est que les évolutions technologiques auxquelles on a accès aujourd'hui, simplement en montant sur un produit à travers nos pieds, sont juste incroyables. Elles sont incroyables parce que on a deux éléments qui y concourent. Un, l'évolution de la sensibilité des capteurs qu'on arrive à émettre. Deux, les algorithmes d'apprentissage profond qui nous permettent de construire des détections qu'on n'était pas capable de construire il y a 10 ans. Et ce qui est assez fascinant, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, simplement en montant sur cette personne, on a bien sûr accès à ça, mais on a accès aussi à l'âge de nos artères, donc la rigidité de nos artères, ce qui est en fait ce qui a été considéré par beaucoup de cardiologues très, très spécialistes au niveau mondial comme le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires à 4 ou 5 ans. Et c'est une donnée, si tu veux, un peu comme ce que tu disais sur les cyclistes, où avec les cardiologues aujourd'hui utilisent des machines qui ont maintenant 10-15 ans et qui sont très compliquées et qui marche, à mon avis, moins bien que ce que nous on fait. Mais c'est ça simplement en montant sur un PES Person. Et la deuxième révolution qu'il y a là-dedans, c'est que on n'a plus seulement une mesure tous les 6 mois, comme tous les 6 mois, c'était 5% des cardiologues sur certains patients qui faisaient une mesure tous les 6 mois de cet âge des artères. On a maintenant une mesure à chaque fois qu'on se pèse. Et l'évolution de cette valeur est une source d'information absolument extraordinaire. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des cas de personnes qui nous disent après coup, je vois que j'avais une maladie au rein. Oui, alors c'est mon autre question, Eric. Enfin, c'est l'une de mes autres questions. Est-ce que moi, particulier, je suis apte à recevoir l'ensemble de ces informations? Alors, merci pour cette introduction fantastique qui me permet d'introduire ce qu'on a lancé aussi à Berlin, c'est-à-dire on a lancé un produit qui a fait ce que je viens de raconter, plus la mesure de notre système nerveux, ce qui est une première mondiale, et un service associé. Puisque, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, on va se soigner à la maison, c'est-à-dire que la médecine est obligée d'aller d'un système où on passe ce que les Anglais disent du cure au care, c'est-à-dire de traiter à prendre soin d'eux. Et ça se passe dans notre vie quotidienne. Deux, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées. Donc, il faut être un peu... Et qui peuvent être un peu anxiogènes, c'est ça anxiogènes. Et donc on fait deux choses à travers cette application. Un, on motive
Parce qu'en fait, clairement, il faut apprendre à marcher plus, il faut dormir un peu plus régulièrement, et il faut faire un peu attention à ce qu'on mange. Moins boire. C'est les 3 points. Mais en fait, et peut-être il faut commencer par marcher plus. C'est celui qui nous met dans une attitude qui nous permet de mieux discerner sur nous-mêmes. Donc, premièrement, motiver. Et deuxièmement, être un peu un ange gardien silencieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas embêter les personnes avec des mesures, tiens, là, il faut peut-être que... Mais on va simplement alerter. À un moment donné, on estime qu'il faut alerter en disant, va voir un médecin. Voilà. Et ça nécessite que la personne se mesure régulièrement et d'une bonne façon. Donc, ça nécessite un peu un accompagnement pour expliquer l'intérêt d'eux, etc. Et puis, ça nécessite de mettre en place ce système d'alerte. Et demain, on le complétera avec ce qu'on appelle les services cliniques. C'est-à-dire comment nous, on met en place un accompagnement par des médecins à partir de ce qu'on a vu chez le patient. C'est-à-dire, quelque part, on renverse un peu le système de santé qui est centré aujourd'hui sur le système de soins pour le centrer sur le patient. Et pour le centrer sur la prévention. Pour le centrer pour l'orienter sur la prévention. Quand tu dis cure care, c'est prévenir, c'est le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors il y a prévenir et il y a accompagner, puisqu'en fait on ne se rend pas compte, il y a énormément de malades chroniques. Si tu veux, je te donne 3 chiffres aux États-Unis. 22% des 12-18 ans sont en état pré-chronique, des 12-18 ans. 22% des 12-18 ans sont en état, ce qu'on appelle pré-chronique, c'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin tout droit d'aller vers une maladie chronique. 44% des 20-40 ans. 44% des 20-40 ans. Et bien sûr, plus de 50% des plus de 40 ans. Et donc, si tu veux, les maladies chroniques, c'est quoi une maladie chronique ? C'est une maladie qu'on va garder toute notre vie. Mais c'est dû à quoi ça ? À leur mauvaise alimentation ? C'est dû à mauvaise alimentation, mauvaise activité, les opioïdes, tous ces trucs-là. Sommeil déréglé, etc. Qui fait que, voilà, on a du diabète, on a de l'hyperobésité, on a des problèmes de cholestérol, etc. Et donc ça nécessite un accompagnement dans notre vie quotidienne. Donc c'est pas uniquement prévenir, il faut aussi accompagner ces personnes-là pour qu'elles vivent le mieux possible. Et quand tu as une maladie chronique, tu peux aller faire renouveler ton ordonnance une fois tous les 6 mois, mais c'est totalement insuffisant. Comment on accompagne au quotidien, on motive. Le médecin, quand on le voit, il va nous donner 3 conseils, mais on sait bien qu'on est tous des fainéants et qu'on les écoute pas. Donc comment on arrive à motiver au quotidien ? Et nous, on a une force particulière, c'est qu'on sait que nos utilisateurs montent sur nos produits, montent sur nos balances, utilisent nos appareils pour qualifier le sommeil, portent nos montres. Et donc, ça nous permet d'avoir un certain nombre de données et donc de renvoyer des informations qui sont importantes par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Sachant que ça s'appelle l'observance, en termes médical, le fait effectivement de prendre ces traitements, des choses comme ça. Ça paraît d'ailleurs totalement contre-intuitif quand vous avez une maladie grave, mais c'est l'un des sujets critiques de la médecine. J'insiste, il y a l'observance. Et il y a aussi la façon, ce que les Anglais appellent les habitudes de vie. Il faut qu'on arrive à encourager les gens à avoir une vie un petit peu différente. Ouais. Et ça, c'est un apprentissage nouveau parce que c'est pas instantané. C'est-à-dire, tu peux pas dire à quelqu'un en changeant de... Voilà, si tu fais cet effort-là, tout va changer du jour au lendemain. On sait que notre psychologie fait qu'on va faire des efforts, on va rechuter... on va refaire des efforts, on va rechuter. Et ce temps long, c'est absolument essentiel dans la santé. Et c'est un peu ce à quoi on s'attaque. Alors c'est moins peut-être grisant que des trucs qui se font en 15 jours, mais c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus essentiel. Et donc, ça veut dire, parce que, parlons business quand même, ça veut dire que en plus de cette balance connectée super géniale, donc ton iPhone 14 à toi, ça s'appelle. Voilà. Bodycomp. Bodycomp. Voilà. Il y a un système d'abonnement qui s'appelle Health Plus, donc qui va avec. Dans un premier temps, on les vend que liés, c'est-à-dire que on achète la balance et avec, on achète 1 an d'abonnement. Et c'est voilà, le grand mouvement serviciel de l'industrie. C'est le grand mouvement serviciel. Et dans la santé... Quand je te disais iPhone, c'est la grande mutation d'Apple aussi. Voilà, là-dedans. Là-dessus, on n'a rien inventé. Ouais. Mais par contre, on se base sur cette capacité d'avoir des données qui remontent régulièrement et donc d'avoir déjà une espèce de relation, même si on ne se parle pas, avec l'utilisateur, qui nous permet en fait d'accrocher l'utilisateur avec une application qui va venir renforcer l'intérêt de ces données. Alors là-dessus, moi je voulais, si tu veux me donner ton sentiment, mais c'est juste un exemple, je suis très très frappé par tout ce qui entoure Doctolib depuis le Covid. Mm-hmm. Comme si en fait, et c'est là où sur tes données, comme si en fait un certain nombre de responsables politiques n'arrivaient pas à admettre que sur la santé,
le privé soit plus efficace que le public, que sur la santé, les solutions et des solutions, de vraies solutions, pas des gadgets, de vraies solutions, viennent d'acteurs privés, d'entrepreneurs, et que donc il y ait du business en face. Oui, je pense que déjà c'est une partie de la classe politique, c'est pas toute la classe politique. Il y en a. Il faut. Moi, j'ai beaucoup parlé avec les gens qui ont développé mon espace santé. Mon espace santé, ça a été développé quelque part au sein du public, mais avec des personnes qui ont consacré 4 ans de leur vie. Il y a des personnes qui n'étaient pas du tout de ce monde-là, qui sont rentrées dans le système, qui ont dit aujourd'hui les planètes sont alignées. Ça fait quand même 30 ans qu'on essaye d'avoir un espace santé, un carnet de santé, etc. Et, enfin, peut-être 40. Et là, en 4 ans, ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Alors, ils sont exténués, ces personnes. Ils ont bossé jour et nuit pendant ces 4 ans, mais elles ont fait quelque chose pour la communauté. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de politiques, notamment au pouvoir, qui sont très sensibles à ça. Il ne faut pas sous-estimer aussi les difficultés des personnes qu'on ne voit pas, qui ont une tendance à freiner tout ce qui bouge parce qu'on pourrait leur reprocher ce qui bouge. Et notamment dans le domaine de la santé, c'est très fort. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, si tu ne fais rien, on ne te reprochera rien. Si tu fais quelque chose, tu peux faire une bêtise. Et donc cette capacité qu'a le privé et parfois le public, puisqu'on l'a vu avec mon espace santé, d'aller bousculer les choses en disant mais on peut faire mieux. On est très content de notre système de soins, de système de santé. Et voilà. Moi, j'ai été opéré du cœur il y a 6 ou 7 ans pour une maladie congénitale. Je suis très heureux de la façon dont c'est passé. C'est extraordinaire d'avoir ça. Ceci dit, on a beaucoup de choses à améliorer. Et ces choses qui sont améliorées, elles sont obligatoires dans l'évolution à la fois d'une population qui vieillit et des habitudes de cette population qui font que nos maladies chroniques se développent énormément. Donc il y a une transformation qui est nécessaire. Alors Doctolib a fait un boulot extraordinaire et bien sûr il se fait taper dessus de temps en temps. Enfin bon bref, je veux pas... Non, mais moi... tu sais qu'il n'y a pas de transformation dans la société française sans que les gens se fassent taper dessus. Ça n'existe pas. Ça. Aux États-Unis, c'est ça, il faut l'accepter, quoi. Aux États-Unis, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des enthousiastes. En France, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des gens qui râlent. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, je ne sais pas si c'est positif, mais en France, on râle, on adopte tard, mais quand on adopte, on va très vite. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais surpris parce que c'est ce qui s'est passé avec l'application Tous Anti-Covid, c'est ce qui s'est passé avec le vaccin. Ouais. Finalement, la population française se vaccine bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a entendu râler? C'est ça. Incroyable. Ouais, d'accord. Et le corps médical? Parce que, bon ben voilà, ça veut tout dire. Alors, le corps médical... Ceux qui nous écoutent en podcast, le corps médical... je ne peux pas décrire la moue d'Éric Carrel, mais en gros, ça veut dire il y a du boulot quoi, sur le corps. Parce que, si j'ai bien compris, maintenant tu veux essayer de travailler avec eux. Bien sûr, on travaille avec eux. Alors, moi, ça fait 10 ans qu'on essaie de travailler avec eux. Il y a 10 ans, il y a un patron d'un syndicat de médecins qui nous a dit, qui a employé un gros mot, en disant « Vous nous emmerdez, moi, mes patients, moins ils en savent, mieux on se porte. » Ils ne disent plus ça aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est vrai. Et les gens qui sont en responsabilité dans le corps médical, maintenant, sont convaincus. Nous, on participe à un certain nombre de congrès médicaux. Ils nous laissent la place pour parler. Par exemple, il y a un article qui est sorti sur la mesure de l'apnée. Il y a un hôpital australien qui a montré que détecter l'apnée avec notre... L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, qui n'est pas détectée pour 3/4 des gens qui en souffrent, marche mieux avec un produit comme le nôtre, le sleep analyzer qui se met sous le matelas, qu'avec l'appareil officiel. Et ben voilà. Pourquoi? Parce que l'appareil officiel, tu passes une nuit d'enfer parce que tu as des trucs partout, et tu ne passes qu'une nuit. Nous, on passe plein de nuits, et on voit l'évolution. Mais ça, avant de réussir à l'expliquer aux gens qui font des autorisations, ça nous prend 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des efforts, je ne te raconte pas tous les investissements qu'on fait pour faire pour prouver tout ça. Donc tout ça pour dire que, oui, il y a dans le corps médical toute une partie de la population qui est vraiment en train de changer. Après, il y a une partie de la population qui freine. Pourquoi elle freine? De moins en moins parce qu'elle est de mauvaise volonté, parce que ce sont des gens qui ont un rythme d'enfer. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, nos médecins travaillent énormément. Et donc, si tu veux leur rajouter du temps de formation, leur rajouter du temps d'explication, leur dire, voilà, il y a un nouvel outil, ou là, c'est encore un outil informatique, on m'en a déjà raconté 50 fois. Donc, il y a un peu de travail. Et je voudrais juste prendre cette opportunité pour dire, par exemple, dans mon espace santé,
les gens, enfin ceux qui s'en sont occupés ont vachement bien fait les choses parce qu'ils ont prévu, ils ont développé l'outil, ils ont prévu de l'argent pour convaincre les médecins, ils ont prévu de l'argent pour aider les sociétés qui font le logiciel à faire le transit et à transporter les données sur mon espace santé. Donc voilà, il y a plein de choses positives. Et ce qui me surprend toujours, c'est comment on peut avoir des gens qui s'opposent à mon espace santé. Quand on discute avec des malades... Il y a toujours cette idée, mais je te pose la question d'ailleurs par pure forme, mais ce sont des données de santé. Oui, et justement. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oh là là, vous allez les vendre, Il y a toujours cette idée qu'il faudrait qu'on soit dans une logique mercantile avec tout à partir du moment où on est un entrepreneur privé. Mais justement, les données de santé, elles permettent quoi? Elles permettent déjà au corps médical, parce qu'en fait, quand on commence à avoir des problèmes, il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs spécialités. Et puis toi, tu dois commencer à avoir des données massives, mais nous, on a les plus grosses bases de données au monde sur un certain nombre de types de données, comme le poids, la masse grasse, l'apnée du sommeil, etc. On a aujourd'hui des informations qui nous permettent de construire ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc c'est un nom un peu compliqué pour dire des moyens de détecter des évolutions négatives ou positives. Et donc ça, effectivement, c'est unique. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire que voilà, ce monde de la santé, il évolue dans ce sens-là. Et quand on interroge un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il est toujours OK pour partager ses données de santé. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de soucis de santé qui se disent « non, moi je ne veux pas ». La santé, c'est quand même le truc le plus important de notre vie, quoi. C'est-à-dire, si on est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, cette évolution, ces gens qui râlent, ça ne fait pas trop peur parce que à un moment donné, on est tous malades dans notre vie et on voit bien l'intérêt. Et on voit bien que la recherche évolue à une vitesse absolument incroyable grâce à ces données. Il y a quand même une société, je m'excuse de la citer ici, mais qui s'appelle Apple et qui fait un travail absolument remarquable dans ce monde-là, avec beaucoup d'éthique et qui investit des dizaines de milliards par an. Et moi, ce que je dis à nos responsables politiques français ou même administratifs, c'est de dire aidez-nous à avancer. Sinon, ce sont ces gens-là qui vont venir demain vous demander un chèque et vous leur donnerez instantanément parce que ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Tu devances ma dernière question. Effectivement, c'était ma dernière question. Il y a eu un investissement très important d'Amazon, je crois que c'est plusieurs milliards pour racheter, j'ai mis ça voilà, un réseau de soins privés qui s'appelle One Medical, 4 milliards de dollars. Toi, la dernière fois qu'on s'était parlé, Eric, tu m'avais dit il ne faut pas faire des combats d'arrière-garde. Ces géants de la tech ont construit des briques, on ne les rattrapera jamais. Et il faut qu'on s'appuie sur ces briques pour construire nos propres innovations. Tu restes sur cette ligne. Je reste là-dessus. Je regrette que les Américains ne mettent pas plus en place toute la réglementation pour lutter contre les monopoles, parce qu'il y a certains secteurs tout à fait. Qui commencent à être un peu gênants. Mais je crois fermement qu'on ne doit pas mettre la majeure partie de notre énergie, même si on peut en mettre un peu, à refaire ce qui a déjà été fait, mais à construire la prochaine étape, parce que c'est pas comme si on était arrivé au bout de quelque chose. Ouais. On est au début de quelque chose. Et dans le domaine de la santé, on ne se rend pas compte, mais c'est juste fantastique ce qu'il y a devant nous. On a une transformation complète de la façon dont on va pouvoir prendre soin de nous, et on a une nécessité complète de le faire parce que le système de soins va exploser. Il y a un responsable que je ne citerai pas aux États-Unis qui me disait si on n'arrive pas à changer ça, le système américain va exploser. Le système de soins américain va exploser. Et je pense que ça pourrait pareil dans tous les pays du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, l'adoption est en premier par les patients, en second par les systèmes assurantiels qui disent voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est le corps médical qui est un peu plus difficile, aussi par le système de formation qu'on leur donne. Merci Eric. Merci à toi. Rapport d'étape. Et puis donc à bientôt, puisqu'on est au commencement. On est au commencement, oui. Voilà. On aura encore plein d'étapes à raconter. Eric Carrel, qui était notre premier invité sur Bismart.